Alors, professeur Ménez, cher Alexandre, pour Nathalie Elmy, nous avons évoqué la réincarnation de l'ubiquité. Dans votre cas, nous envisageons la réincarnation de l'hyperactivité. Vous avez enseigné à UCA depuis 1971. Vos 40 années de recherche ont produit 220 publications scientifiques, surtout sur les algues marines. Votre expertise couvre l'impact des aménagements construits sur la mer et les réserves marines. Vous avez effectué près de 4000 plongées en Méditerranée et par le monde, dont 18 effectuées dans un sous-marin de poche quand vous étiez officier de marine. Vous avez aussi été aquanaute, grâce à 2 séjours de 7 jours par moins de 15 mètres en milieu hyperbare, dans une maison sous-marine devant les îles Vierges. Enfin, comme si tout cela n'était pas suffisant, vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Alors Alexandre, votre prénom est chargé de l'histoire de ce Macédonien, le seul à avoir unifié l'Orient et l'Occident. Vous venez de Nice et avez avec bravoure franchi non pas le Rubicon, mais le Var. Porté sans doute par l'audace de votre illustre prédécesseur, vous réunissez pour aujourd'hui l'Est et l'Ouest des Alpes-Maritimes. Soyez-en félicités et chaudement remerciés. À vous la parole. Bon, je vous remercie pour ce panégyrique élogieux. Je prends le zapper, comme ça pourra aller plus vite. La télécommande, elle est où alors? C'est la petite flèche là. D'accord. Bien. Ce sujet va vous paraître un peu étonnant. Hein. Ce monde est-il sérieux? Ce que je vous racontais, ce n'est pas du tout sérieux. Hein. On a parlé d'aberration, de transgression. Moi, je vais vous parler un peu de légèreté. Ça ne semble pas sérieux, mais en fait, ça l'est, puisque c'est la vie. C'est la vie dont je vais vous parler. Et je pense que le Petit Prince aurait été intéressé d'écouter ce que je vais raconter. C'est la vie, et en effet, à l'UNOC, on a beaucoup parlé des réserves marines, de la pollution, de la biodiversité, mais on ne parle pas assez souvent de la vie des poissons, la vie des organismes, la reproduction, la naissance, la mort, etc. Mais moi, je vais vous parler de choses un peu étonnantes, d'histoires naturelles qui vont vous faire sourire, j'en suis certain, à quelques moments. D'abord, la chose que peu de gens savent, c'est que les poissons changent de sexe. Les poissons changent de sexe. Quand vous achetez un loup ou une dorade, les petits sont des mâles et les grands sont des femelles. En fait, les poissons sont hermaphrodites. Lorsqu'ils augmentent de taille, pour les poissons blancs que j'ai cités, la dorade ici, le loup, le mulet, etc., les testicules se résorbent et les ovaires se développent. Et voilà, ça fait des femelles. Et plus les femelles sont grandes, plus elles vont pondre d'œufs, et plus ça va essaimer autour des réserves, surtout où les gros poissons se redéveloppent. Donc c'est la première chose. Pour les mérous, d'autres poissons, c'est l'inverse. Hein. Chez les mérous, ce sont les femelles, les petites, et les mâles sont les gros. Donc ça change de sexe également, mais dans l'autre sens. Alors comment se reproduisent les poissons? La plus grande partie des poissons se reproduisent comme ça. Alors il y a un petit zapper, voilà. La femelle monte au-dessus de la colonne d'eau et les mâles suivent et ils se cognent le ventre et la femelle largue les œufs et les mâles profitent pour larguer leurs spermatozoïdes. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, les œufs fécondés vont dans le courant et peuvent faire des kilomètres au-delà donc de la zone de reproduction. C'est donc extrêmement simple. Mais il y a des cas particuliers. Les cas particuliers, vous avez certainement entendu parler des hippocampes, où les œufs sont incubés dans une poche ventrale de l'hippocampe mâle. Voilà. Et ensuite, les larves sortent lorsqu'elles sont déjà formées. Donc les œufs incubent dans une poche. Il y a également un petit poisson rouge que M. Peirano doit savoir en Méditerranée, qui s'appelle l'apogon. Et cet apogon, qui est un petit poisson rouge assez pas très fréquent qu'on trouve dans les grottes, cet apogon incube les œufs dans la bouche. Voilà. Et lorsque les petits sont formés, ici, ils sont expulsés dans le courant. Bon, ça, c'est des cas particuliers. Mais il y a également des poissons qui font des nids. Alors là, c'est assez remarquable. Des poissons qui font des nids comme les oiseaux, exactement pareil. C'est pas croyable, mais c'est vrai. Regardez ici, ce labre de Méditerranée qui porte dans sa bouche des algues. Et les algues, il va les disposer dans un endroit pour faire un nid, simplement pour attirer les femelles. Ce sont les mâles qui font les nids.
Voici un autre mâle d'une autre espèce de labre, avec des algues dans la bouche. Ce n'est pas pour manger, c'est pour faire des nids. Et voici un autre sur son nid, donc un ensemble d'algues hétéroclites pour attirer les femelles. Cette photo-là, je l'ai prise devant la baie des Anges. Le mâle est ici. Je ne sais pas où est le zappeur. Hop, j'ai éteint. Le zappeur. Le petit laser. Ah, le laser, il est là. D'accord, merci. Donc ça, c'est le mâle, et là, c'est la femelle. Et les femelles vont se succéder au-dessus du nid pour que le mâle féconde leurs œufs. Aussi les femelles qui font la queue pour être fécondées par le mâle au-dessus du nid. Une autre espèce de poisson remarquable, qui fait des nids également, c'est le picarel, petit poisson très commun en Méditerranée. Bon, il est pas trop, on ne le déguste pas souvent, il n'est pas souvent pêché, mais ce poisson fait des nids comme ceci. C'est quand même assez remarquable en profondeur. Il creuse des trous et le mâle attend la femelle dans le trou et les attire comme cela. C'est le picarel. Mais une autre espèce dont on a montré parfois des films, c'est celui-ci, le poisson ballon, qui lui fait des nids extrêmement élaborés et qui attend donc la femelle au milieu du nid. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, cette propension à vouloir attirer les femelles, comme pour les oiseaux. Ça se passe exactement, mais sous l'eau. Bon, il y a également les mœurs étonnantes des girelles. Alors, la girelle, comme on dit ici à Nice, on les pêche, et il y a deux espèces de girelles, d'après les pêcheurs, la royale et la normale. Bon, la girelle habituelle et la girelle royale. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une autre espèce de girelle qui s'appelle la girelle pan, qui est moins fréquente, qui est très très belle et très colorée. Mais moi, je parlais surtout, ça c'est la girelle pan, de celle-ci. Ça, c'est la girelle normale, telle que tous les pêcheurs du bord de mer de Méditerranée connaissent. En fait, les girelles, quand elles naissent, elles sont essentiellement femelles. Il y a quelques mâles qui naissent quand un œuf est fécondé, mais la plupart des girelles naissent femelles. Et au cours de leur vie, elles vont subir plusieurs problèmes. La girelle royale, c'est celle-ci. Ça, c'est un mâle. Toutes les girelles royales, ce sont des mâles. Alors, l'histoire est la suivante. Quand les œufs se développent, il y a essentiellement des girelles femelles et quelques girelles mâles, qu'on appelle des mâles primaires. Ensuite, tous ces poissons sont extrêmement agressifs les uns par rapport aux autres. Le mâle, qui est le grand, la girelle royale, va avoir autour de lui un harem de girelles femelles. Et les girelles femelles se disputent le privilège d'être fécondées par le mâle. Donc, elles stressent les plus petites, et c'est ainsi que ça se passe. Et les mâles là-dedans, il y a des mâles qui sont cachés parmi les femelles, qu'on n'arrive pas à distinguer. Ça ressemble à une femelle. Et quand le mâle, qui a tout son harem, va se reproduire avec une femelle, les autres mâles arrivent aussi et essayent également de féconder les œufs de la femelle. Le mâle ne s'en aperçoit pas parce qu'il ressemble à une femelle. Mais lorsqu'une femelle est prise par un pêcheur, donc une girelle royale est prise par un pêcheur, que se passe-t-il? Eh bien, c'est très simple. La plus grosse des femelles devient mâle. Donc ses testicules se résorbent, ses ovaires se résorbent et elle devient mâle. Et bien entendu, elle prend le harem en main. Et c'est ainsi que ça se passe. Donc ces girelles ont des mœurs vraiment très, très, très bizarres. Le poisson thermomètre, ça aussi c'est une... Moi je vous raconte des petites histoires naturelles, hein, c'est la légèreté ce que je raconte. Hein. Mais c'est sérieux, c'est la vie, quoi, c'est la vie. Le poisson thermomètre, c'est la chose suivante. C'est d'abord une holoturie, c'est-à-dire un concombre de mer qui fait partie des échinodermes, les oursins, les étoiles de mer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de symétrie 5, mais ça fait partie des échinodermes. C'est assez fréquent sur nos fonds, et les Chinois en mangent. Les Japonais aussi. Moi, j'ai même mangé au Japon des intestins de holoturies. C'est très iodé, c'est très bizarre, mais enfin, ça se mange. Donc, ces holoturies qui avalent le sable d'un côté, qui le rejettent de l'autre, sont le réceptacle. Voici une holoturie en train de se reproduire. Ça arrive une fois par an l'été. Elles se redressent toutes et elles lâchent dans le courant les spermatozoïdes et les ovules. Mais on trouve parfois des holoturies comme celle-ci, la langue de chat. Et lorsqu'on la prend, qu'on appuie un peu dessus, regardez ce qui sort. Un poisson. C'est le poisson thermomètre. C'est son nid, c'est son refuge. Donc il se promène le jour et la nuit, hop, il rentre dans l'anus de l'holoturie. Ça s'appelle donc un poisson thermomètre. C'est logique.
Et le voici qui sort. Voilà. Il sort de l'anus de l'holothurie. Alors ensuite, autre chose, alors là, c'est le dernier exemple, hein, comme ça après on va manger en rigolant, vous allez voir. Vous allez encore plus rire maintenant, vous allez voir. C'est les mœurs bizarres de la lotte ou de la baudroie abyssale. Alors cette baudroie, vous la connaissez comme ça. C'est un filet de baudroie, un filet de lotte. On ne voit jamais la tête, parce que la tête, vaut mieux pas la voir, parce que regardez à quoi ça ressemble. Hein. Ça, c'est la tête de la baudroie. Donc on coupe la tête et on vend que le filet de lotte. Quand vous mangez la baudroie ou la lotte, c'est ça. Bon. Cela dit, il existe des lottes abyssales, qui vivent dans les abysses, surtout du Pacifique, et qui ont la particularité d'avoir un genre de petite expansion au-dessus de la tête qui éclaire ceci, et ça éclaire, ça peut éclairer. Ça attire les autres poissons qui se font manger ensuite par ce poisson aux dents énormes et à l'estomac surdimensionné qui lui permet d'avaler des proies presque aussi grosses que lui. Ce qui est le plus bizarre chez ces poissons, ce sont ces mœurs sexuelles. Pendant des siècles, des dizaines d'années, on a cherché où était le mâle, parce que ça c'est des femelles. Ça ne se voit pas, mais c'est une femelle. Où est le mâle? Et c'est un chercheur qui a finalement trouvé, parce qu'en plus c'est dans les abysses, c'est pas facile d'y arriver, il a trouvé, voici le mâle. Il fait que quelques millimètres de longueur, et on n'a jamais vu de gros mâle. Hein. Ça s'arrête là. Et on a constaté la chose suivante, qui est assez extraordinaire, c'est que ce petit mâle n'a qu'une seule vocation, c'est de mordre le ventre de la femelle. Donc il mord le ventre de la femelle, il suce son sang, il devient parasite, et il commence à dégénérer. Il perd les yeux, il perd toutes les fonctions, il perd ses intestins, il perd ses nageoires, il perd tout, absolument tout. Il ne reste qu'une seule chose, ses testicules. Voilà, le mâle qui mord la paroi ventrale de la lotte. Et voici le mâle qui s'accroche ici, mais il n'a pas qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il y a la concurrence. Hein. Donc voici le mâle qui commence à dégénérer et il ne reste plus qu'un système sanguin avec les deux testicules. C'est tout ce qui reste. Et ensuite, c'est simple, la femelle peut profiter de tous ces mâles qui s'accrochent sur son ventre et même en haut. Et voilà ce que ça donne pour la reproduction sexuée. Je vous remercie et je vous souhaite bon appétit.